Ravi de vous retrouver pour cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au menu de l'actualité, les citoyens togolais expriment leur choix entre le gaz butane et le charbon de bois. Vous allez les écouter au micro de notre équipe de reportage. Le bilan ne cesse de s'alourdir au Rwanda qui est confronté à de fortes pluies depuis mardi. Une centaine de morts et des dégâts matériels enregistrés. Nous en parlons dans un instant. Les effets néfastes du changement climatique dérangent la vie des populations. Au Maroc, de nouvelles méthodes sont mises en place pour développer les cultures qui résistent à la sécheresse. C'étaient les titres. Bienvenue, place au développement. L'agriculture urbaine est de plus en plus répandue dans les villes en Afrique. Elle offre de nombreux avantages économiques, sociaux et environnementaux. Cependant, le potentiel inexploité de l'agriculture urbaine est considérable. Pour en savoir plus, suivons le commentaire d'Irène Papadina. L'un des principaux avantages de l'agriculture urbaine est sa capacité à fournir de la nourriture fraîche et saine aux populations locales. Dans de nombreux pays africains, l'accès à des aliments nutritifs est limité, en particulier pour les habitants des quartiers pauvres des villes. Cette agriculture contribue à la sécurité alimentaire et réduit la dépendance vis-à-vis des importations alimentaires coûteuses. Cela stimule également l'économie locale en créant des emplois dans le secteur agricole et en augmentant la demande de produits bio. L'agriculture urbaine joue un rôle important au sein de l'environnement. Elle aide à réduire la pollution de l'eau et de l'air en utilisant des pratiques agricoles durables. Elle peut aider à atténuer les effets du changement climatique en réduisant la consommation d'énergie nécessaire au transport des aliments sur de longues distances. Malgré ces avantages, l'agriculture urbaine reste sous-exploitée en Afrique. Pour y remédier, les gouvernements ont mis en place des politiques favorables à cette agriculture, telles que l'accès à des terres publiques et aux ressources adéquates pour soutenir son développement. Des efforts restent encore à faire dans ce secteur afin de préserver notre biodiversité, de mettre en valeur les paysages agricoles et de favoriser la consommation locale. De fortes pluies se sont abattues sur le Rwanda mardi et mercredi dernier, provoquant des coulées de boue et des glissements de terrain. Le bilan est lourd, on déplore plus de 100 morts et des écroulements de maisons. Suivons le commentaire. L'agence rwandaise de radiodiffusion a annoncé ce mercredi le bilan humain de plus d'une centaine de personnes dans les inondations causées par la pluie dans le nord et l'ouest du pays. Dans les districts plus touchés, des opérations sont en cours pour permettre l'évacuation et la relocation temporaire des résidents des zones touchées et à haut risque pendant que les pluies se poursuivent. D'importants dégâts matériels avec notamment des maisons détruites, des toiles de toits renversées, des routes coupées par des glissements de terrain, des champs inondés et des coulées de boue. Les pluies saisonnières qui frappent l'Afrique de l'Ouest ont également été mortelles en Ouganda. 6 personnes ont été tuées dans un glissement de terrain causé par de fortes pluies. L'Afrique de l'Est connaît régulièrement des épisodes d'inondation durant les saisons de pluie. En mai 2022, au moins 65 personnes étaient mortes au Rwanda, alors que l'Afrique de l'Est était frappée par de fortes pluies saisonnières qui avaient également fait au moins 194 morts au Kenya. En fin 2019, 2 mois de pluie incessante ayant causé inondations et coulées de boue avaient tué au moins 265 personnes et fait des centaines de milliers de déplacés dans la région, notamment au Burundi, au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda et au Soudan du Sud. Au Burundi, l'organisation Water for Development apporte sa contribution à l'accès à l'eau potable par la purification à base du chlore local. Cette initiative permet d'améliorer le quotidien des populations qui souffrent des maladies liées à l'eau. Viva Samana pour plus de précisions. L'accès à l'eau potable pour tous les ménages est un problème que les dirigeants du monde peinent à résoudre depuis des décennies. À l'ouest du Burundi, dans la localité de Cibitoke, une ONG dénommée Water for Development a décidé de produire du chlore local dans un laboratoire afin de purifier les eaux dans les différents points d'eau du pays. Cette idée de production du chlore local est émise par des jeunes Burundais qui trouvent le coût du chlore importé trop élevé. Alors,
À base de sel et de l'eau qui subissent une transformation par électrolyse, le chlore local est produit. Il est ensuite livré aux populations grâce à un système de distributeurs de chlore spécialement conçu pour être accessible à tous. Les distributeurs de chlore sont installés à côté des points d'eau et lorsque les habitants viennent puiser de l'eau, ils reçoivent quelques gouttes de chlore avant de recueillir l'eau. Après 30 minutes, l'eau est purifiée et protégée de toute contamination extérieure. Cette initiative facilite la vie à plus de 50 000 Burundais aujourd'hui avec une trentaine de distributeurs de chlore local installés près des sources d'eau. Cela a permis de réduire le taux de maladies liées à l'eau sale. Dans ce pays de l'Afrique de l'Est, où un quart des enfants de moins de 5 ans souffrent de maladies diarrhéiques et constituent la troisième cause de mortalité infantile, les autorités doivent encourager de telles initiatives pour améliorer le quotidien des populations en matière d'accès à l'eau potable. Les mangroves sont menacées de disparition en Angola. Pour cela, le gouvernement angolais a lancé l'opération 1 million de mangroves pour lutter contre l'érosion de ses côtes et aussi pour lutter contre le changement climatique. Retrouvons Irène Papadina. L'Angola a rempli son engagement de planter 1 million de mangroves dans la zone côtière du pays. Selon la coordinatrice du projet Otiva, Fernanda René, le programme de plantation d'1 million de mangroves était un défi que l'Angola a relevé devant l'Union africaine et le monde, qui avait également servi de stratégie d'éducation à l'environnement auprès des citoyens. Le gouvernement angolais, dans son objectif de restaurer son couvert végétal, a procédé à la récupération de plusieurs mangroves qui ont été reboisés avec assistance. Ainsi, ce pays donne l'exemple en Afrique et dans le monde des efforts pour prévenir le réchauffement climatique et la lutte contre les changements climatiques. Avec un littoral de 1650 km, l'Angola possède des mangroves dans plusieurs zones côtières qui ont un besoin urgent de restauration. Considérés comme du carbone bleu, les mangroves sont des écosystèmes naturels tropicaux composés d'espèces végétales tolérantes à l'eau salée. Ils naissent du contact avec le milieu terrestre et maritime, notamment les fleuves et les mers. Les palétuviers s'adaptent à l'eau salée, la filtrent et expulsent le sel à travers leurs feuilles. Ils jouent un rôle important dans la préservation de plusieurs espèces végétales et animales. Nous devons tous les protéger. Les effets du changement climatique sur l'agriculture sont énormes. Au Maroc, des chercheurs expérimentent des variétés de cultures pouvant évoluer malgré la sécheresse. Plus de précision avec Vivace Amanon. La flambée des prix des engrais et la montée des contraintes climatiques comme la sécheresse font baisser la rentabilité des productions agricoles. Au Maroc, dans la commune de Marchouch, à quelques kilomètres de Rabat, des agriculteurs collaborent avec un groupe de scientifiques internationaux pour créer des cultures qui pourront mieux résister aux effets du changement climatique, notamment la sécheresse. Les variétés qui sont utilisées affichent un rendement amélioré de 30% par rapport aux autres. Cela permettra de relever le défi de l'insuffisance alimentaire et d'assurer une autosuffisance. La sécheresse avait fait chuter la production de blé en 2021 de 10,3 tonnes. L'année dernière, 3,2 tonnes supplémentaires de pertes ont été signalées pour la même raison. Les agriculteurs marocains apprécient l'initiative des chercheurs de créer de nouvelles cultures qui pourront être produites en dépit des contraintes climatiques. Les recherches ayant abouti à la création des cultures pouvant évoluer dans la sécheresse ont eu lieu dans un laboratoire de la capitale Rabat. Elles seront développées et répandues dans le pays d'ici 3 à 4 ans. Notons que le secteur agricole du Maroc représente depuis 1965 près de 23,4% du PIB national. Les efforts doivent être consentis pour maintenir une croissance afin d'assurer une autosuffisance à tout le pays. La crise alimentaire frappe plus d'1 million de personnes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Cette crise est due au changement climatique, à la dégradation de l'environnement et aux différents conflits armés qui détruisent les champs de production. Plus de précisions dans le commentaire d'Irène Papadina. La situation de l'insécurité alimentaire devient alarmante en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, avec plus de 41 millions de personnes menacées pendant la saison sèche cette année. La Banque mondiale estime dans un nouveau rapport que 29 millions de personnes dépendent actuellement de l'aide alimentaire d'urgence.
L'institution financière a attribué l'incidence élevée de la malnutrition dans les régions à la fragilité, au conflit et au niveau élevé de pauvreté, à l'accélération du changement climatique et à la dégradation de l'environnement. Le dernier avertissement sur l'insécurité alimentaire est également repris par l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation. Selon le Programme alimentaire mondial, 48 millions de personnes en Afrique meurent de la sécheresse et de la famine, alors que les efforts pour contenir l'inflation contribuent aux pénuries alimentaires. Face à cette situation, la Banque mondiale a adopté une approche régionale pour renforcer la résilience du système alimentaire et mobilise des fonds d'intervention d'urgence auprès de l'Association internationale de développement. En République démocratique du Congo, une jeune entreprise fabrique des briquettes écologiques combustibles. Cette initiative vise à réduire l'utilisation du charbon de bois et aussi à lutter contre la déforestation. Viva Samano. La fabrication du charbon de bois a des conséquences dévastatrices sur l'environnement, notamment la déforestation. Le bassin du Congo en RDC n'en est pas épargné. Dans la ville de Goma, à l'est de la RDC, une petite entreprise fabrique des briquettes de charbon à base de déchets ménagers et agricoles. Pour la fabrication de ces briquettes, tout commence par le ramassage des déchets suivi du tri. Ensuite, les métaux récoltés subissent un traitement jusqu'à la formation des briquettes. Cette solution écologique est une alternative à l'utilisation du charbon de bois qui permet de protéger l'environnement en limitant la déforestation. Parallèlement à cela, des emplois sont créés par cette entreprise écologique. Les ménages peuvent obtenir grâce à cette innovation un combustible propre et à bas prix pour la cuisson. Certains foyers congolais ont déjà commencé à utiliser ces briquettes écologiques. À la place du charbon de bois. De nos jours, des actions de recyclage de déchets pour une transformation des produits écologiques agricoles sont cruciales et contribuent à lutter contre la déforestation. Notons que la République démocratique du Congo a perdu en 30 ans près de 20% de ses forêts humides. La fabrication de ces briquettes écologiques combustibles contribue à la réduction de la perte du couvert forestier de ce pays qui est l'un des poumons de la Terre. Un sondage réalisé dans 7 pays européens, dont la France, montre un soutien important de leur population à des politiques publiques pour lutter contre le changement climatique. Les populations adhèrent à cette lutte, mais dans leur vie quotidienne éprouvent des difficultés à s'y adapter. Suivons le commentaire. La majorité des Français ne sont pas prêts à faire des efforts importants dans leur quotidien pour réduire leur impact sur le climat et la planète. C'est ce que relève un sondage réalisé dans 7 pays européens par YouGov. Le sondage a également été mené au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Danemark et en Suède. Les Français interrogés à l'instar de leurs voisins européens se disent très préoccupés par le changement climatique et très en faveur de politiques publiques pour le limiter. Ils ont également identifié que le réchauffement climatique est dû à l'activité humaine. Dans leurs propos, tous les pays seraient plus efficaces dans la lutte contre le changement climatique s'ils collaboraient avec d'autres pays. En Europe, entre 45 et 72% de la population disent soutenir des programmes gouvernementaux visant à planter des arbres et qu'ils seraient prêts à planter eux-mêmes plus d'arbres. Ils sont moins entre 40 et 56% à dire qu'ils ne pourraient plus jamais acheter d'objets en plastique à usage unique. Quant au transport et aux énergies, les réponses sont diverses. Il se dit prêt à abandonner la voiture au profit des transports publics, du vélo ou de la marche. Mais les proportions s'affaissent à seulement un peu plus de 20% pour les autres pays. De même, seule une majorité d'Italiens et d'Espagnols est favorable à l'interdiction des engins fossiles. Les ménages utilisent plusieurs sources d'énergie pour la cuisson. On peut citer le bois de chauffe, le charbon de bois et le gaz butane. Toutes ces sources d'énergie ont un prix. Parfois, elles présentent même des dangers sur l'environnement. Entre le gaz butane et le charbon de bois, quelle est votre préférence? Les citoyens se sont prononcés au micro d'Irène Papazina. Moi, c'est le bois que j'utilise pour la cuisson. Mais maintenant, ça revient trop cher. J'attends parler du gaz, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Je préfère utiliser le gaz si jamais j'en trouvais. Tout de suite, je peux répondre les deux parce que avec le gaz, ça va vite
bon, voilà, il y a un problème de réchauffement climatique, de protection de l'environnement, ou quelqu'un d'autre vous dira qu'il préfère le charbon. Mais avec le charbon, est-ce qu'on ne coupe pas les bois pour faire le charbon? Est-ce que, ou bien c'est des bois morts, uniquement que des bois morts qu'on fait le charbon? Bon, sinon moi, je préfère le charbon naturel parce que depuis un certain temps, il y a des gaz naturels qui se font. Il y a des gens qui essaient de mettre en place des systèmes beaucoup plus bio de charbon. Donc, si c'est ça, oui, je préfère ça que le gaz. Je préfère utiliser le gaz parce que moi, en fait, moi j'ai déjà utilisé beaucoup de fois du charbon et je sais la fumée que ça fait, les maladies, tout cela. Donc, du coup, avec le gaz, c'est rapide. En tant qu'étudiant aussi, bon, tu reviens à la maison tard. Maintenant, il suffit d'allumer le gaz et c'est fini. Tu as déjà préparé. J'aime plutôt utiliser le gaz par rapport au charbon de bois. Bon, je préfère le charbon de bois. Ça évite certains problèmes, contrairement au gaz. Et je dirais par exemple du côté du gaz, avec les enfants à la maison, c'est pas si rassurant que ça. Parce que pas mes gardants, les enfants peuvent toutefois aller ouvrir ça et puis un coup d'allumette, on imagine un peu les dégâts que ça cause. Même sur les réseaux sociaux, tout ça, là, on voit les dégâts que le gaz, ça cause vraiment, c'est irrécupérable. Donc pour moi, je préfère le charbon de bois. À n'importe quel prix, je suis prêt à m'en procurer. Nous savons que le charbon de bois, ça cause de la déforestation. Je dirais à tous les producteurs de charbon de reboiser automatiquement. Dès qu'ils coupent les bois pour le charbon, qu'ils reboisent automatiquement. Et puis ça va arranger la population. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes sur Green TV International.